Powhatan, autrement dit les mains de pierre. Ce surnom venu de sa tribu d'origine amérindienne, les Patachos, ne pourrait mieux convenir au colosse de 1,93 m pour plus de 100 kg et une envergure de 2 mètres. Un monstre dont la puissance de frappe terrorise ceux qui se mettent sur son chemin. Un des rares hommes à avoir été champion dans des catégories différentes au Glory et à l'UFC. Et pourtant il revient de loin, de très loin même. Aujourd'hui on parle de l'homme qui a déchu le meilleur striker de l'UFC, celui qui ne sourit jamais sauf quand il est avec des femmes pour leur montrer comment prendre un snus ou faire du grappling dans une cuisine, l'imperturbable Alex Powhatan Pereira. Ses parents, originaires du Ceará, une région dans le nord-est brésilien, une région assez pauvre, décidèrent de déménager à Sao Paulo afin d'avoir une meilleure qualité de vie. Son père était maçon et sa mère s'occupait de la famille qui comptait 7 enfants. Une famille nombreuse donc qui évolua tout de même dans un contexte difficile. Alex commença à travailler occasionnellement sur des chantiers dès l'âge de 7-8 ans avec son père, puis quitta définitivement l'école dès 12 ans pour travailler dans un atelier de pneus. Un métier très physique donc où il fallait porter des choses lourdes, que seul un adulte pourrait faire. Il tomba très rapidement dans l'alcool, buvant tous les jours de la cachaça et de la bière malgré son jeune âge. Une situation qui s'empira lors de la mort de son frère. Néanmoins conscient de son problème, il essaya plusieurs fois d'arrêter mais sans succès. Il se dit que le sport pourrait l'aider et le sauver. Bien sûr, au Brésil, le sport numéro 1 c'est le foot. Mais le jeune Alex n'avait jamais joué. Il ne saurait pas faire. Par contre, évoluant dans un monde d'adultes avec les vices d'adultes que cela entraîne, et rentrant déjà tard le soir, Powhatan remarqua qu'en bagarre, il se débrouillait pas si mal. Il trouva un club de kickboxing à Sao Bernardo en 2009, à l'âge de 21 ans. Et du talent, ça c'est sûr qu'il en avait. En à peine 4 ans, il était déjà champion amateur brésilien de sa discipline. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'arrêtait de boire, bien au contraire même. Mais il voulait gagner sa vie en tant que combattant. Et pour ça, il devait changer, car le passage en pro lui apporta ses premières amères défaites. C'était la motivation dont il avait besoin, l'emmenant jusqu'à détenir le titre du Glory, la Champions League du kickboxing. 2 titres en poids moyen et en mi-lourd, croisant sur son chemin par 2 fois une autre légende du Glory, mais aussi de l'UFC. Une rivalité qui changera d'ailleurs sa vie. La carrière de Pereira en kickboxing prit évidemment un tournant lorsqu'il rejoint en 2014 le Glory. Mais pourtant il s'essaya très rapidement en parallèle au MMA dès 2015 avec 3 combats dans l'organisation brésilienne du Jungle Fight. En seulement 8 mois, d'octobre 2015 à mai 2016. Oula, attends, mai 2016 Il s'est passé un truc genre un mois avant. Et oui, le 2 avril 2016, c'est la première fois que la route de Israël Adesanya croisait la route de son futur Némésis, notre protagoniste du jour, aux mains de pierre. Avec une victoire d'ailleurs très controversée du Brésilien, par décision unanime, l'événement se déroulant pourtant en Chine, le pays que représentait Adesanya. Une amère défaite pour le Nigérian qu'il contestera toujours d'ailleurs en interview. Une deuxième confrontation prendra place au Brésil en 2017, et cette fois-ci, la gauche du colosse Patacho éteindra totalement la lumière à Israël, qui se concentrera désormais uniquement sur le MMA. Comme un bon négatif, Powhatan fera exactement l'inverse, qui lui continuera sa carrière en kickboxing et enchaînera 15 combats en 5 ans, conquérant la ceinture des 85 kg qu'il défendra à 5 reprises avant de s'emparer de la ceinture des 95 kg par décision partagée avant de la perdre quelques mois plus tard en septembre 2021. Mais une interview allait tout changer. Like clockwork, he'll try and put something out like, I beat this guy. But I've never ever watched any of his fights, ever. So, at the end of the day, no one knows who the f he is. And he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub, talking some shit about, I beat that guy one time. Trying to get a dick sucked from a crack whore or some shit. Vous connaissez le businessman de génie derrière l'UFC ? Oui, je parle bien de Tonton Dana. Il a sous la main une véritable superstar en la présence du Steelbender, que l'on dit invincible en 84 kg. Champion de la catégorie seulement 1 an après son arrivée à l'UFC, et stoppé uniquement par Jan Blachowicz pour la ceinture des 93 kg. Beaucoup considèrent Israël comme le meilleur striker de l'organisation à l'époque. Et quoi de mieux que d'inviter à rejoindre dans l'organisation le seul homme à avoir entaché par 2 fois son palmarès en kickboxing. Powhatan ayant d'ailleurs repris son activité de MMA en 2020 au LFA avec succès, sur un magnifique crochet du gauche qui a laissé son adversaire pour mort, il n'en fallait pas plus. En effet, entre la retraite de Khabib, Ousmane et Volkanovski qui ont rasé leur catégorie, et des relations tendues entre Ngannou et l'UFC, Dana White avait besoin de sang neuf pour écrire une nouvelle histoire, et surtout la vendre. Il n'en fallait pas plus pour faire signer Pereira à l'UFC, promettant une ascension rapide vers le titre, un combat contre Israël Adesanya. Et quelle entrée en matière, mes amis! Un genou sauté absolument terrifiant face à Andreas Michailidis. S'en suivront très rapidement de gros tests contre Bruno Silva et Sean Strickland, mais encore une fois, Pereira sortira la main levée. L'heure était donc venue pour nos 2 meilleurs ennemis de se retrouver encore une fois exactement 1 an et 6 jours après son entrée dans l'organisation reine du MMA.
Je ne sais pas si on se rend compte, mais des accès au titre aussi rapides, il n'y en a eu que très peu dans l'histoire moderne de l'UFC. Le storytelling était trop beau, et l'UFC 281 vendra, selon les sources que j'ai pu trouver, 600 000 pay-per-view, un des seuls événements de 2022 à faire autant de ventes. Pour rappel, un pay-per-view est quand même vendu 75 $. Et quel combat! Une véritable démonstration de stratégie de la part du champion, mettant quasiment KO debout Pereira, qui sera sauvé uniquement par le gong. Mais il avait 1 minute de repos. 60 petites secondes, c'est tout. L'imperturbable homme aux mains de pierre continuera d'avancer. Pas le choix pour Adesanya, il va falloir lutter, utiliser son grappling. Il fera même le premier takedown de sa carrière à l'UFC. Il met tout en place pour arrêter le colosse brésilien. Mais rien n'y fait. Les coups du sniper nigérian n'ont aucun effet. Les poings du Poatan ont encore parlé avec force, et pour la 3e fois, c'est sa main qui est levée à la fin du combat. Une défaite qui marquera profondément le style Bender. Une revanche sera bookée 5 mois plus tard à l'UFC 287. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Israël en avait marre de perdre. Wearing on your neck right here. I'm a dog, it's a dog collar and I'm about to be unleashed. And for you, Izzy, on Saturday, what is most important to you? Is it about regaining the UFC title and being world champion again, or is it simply beating... Fuck the belt, I'm coming for his head. Il a tout mis en place pour stopper cette série noire et enfin battre son éternel rival. Et il avait enfin vaincu son némésis. Alex annoncera sur sa chaîne YouTube quelques temps plus tard sa montée en 93 kg, une idée soufflée par Dana White et son staff. Je n'ose même pas imaginer le soulagement à ce moment de tous les middleweight de la catégorie. Adesanya d'ailleurs s'en amusera souvent en interview, demandant aux autres middleweight de le remercier pour ça. Les light heavyweight à l'UFC, c'est une catégorie qui est un bordel sans nom. Et pour cause, depuis 2011, il n'y a pas vraiment eu de vrai roi de cette catégorie, mis à part John Jones. Mais avec tous les problèmes qu'on lui connaît, j'en parlerai peut-être sur une vidéo sur John, mis à part Cormier qui a défendu la ceinture 3 fois avant de remonter en poids lourd, personne n'a jamais stabilisé la catégorie. Pour rappel, Jones est monté en poids lourd en 2020 après son combat contre Dominic Reyes. Par la suite, Jan Blachowicz fait une défense de titre face à Adesanya, puis perd contre Glover Teixeira, qui lui-même perd contre Jiri Prochazka, qui lui abandonne sa ceinture pour cause d'une blessure à l'épaule. Un combat pour le titre est donc mis en place entre Glover Teixeira et Jamal Hill, qui remporte ce combat mais qui abandonne son titre suite à une blessure au talon d'Achille en juillet 2013. Mais Pereira, lui, a un combat booké le 29 juillet 2023 contre l'ancien champion Jan Blachowicz. Malmené par la lutte et le grappling de Blacko, Alex Pereira devra livrer son combat le plus dur jusqu'à présent à l'UFC, et c'est donc à la surprise générale que la décision partagée en sa faveur surprendra tout le monde. Mais l'UFC avait enfin un contender pour le titre qui pourrait créer une nouvelle ère dans la catégorie maudite des 93 kg. Prochazka, remis de sa blessure à l'épaule, est logiquement booké en novembre 2023. Un combat où Pereira sera encore une fois challengé au sol, mais encore une fois il ne cédera pas et infligera un TKO sur un contre après avoir été touché au visage. Il rejoint donc officiellement le cercle de combattants ayant été champion dans 2 catégories différentes à l'UFC. Et il fera lors de sa post-fight interview un call-out proposant à Adesanya, qui venait lui de perdre sa ceinture face à Sean Strickland en septembre, de tenter de remonter en 93 kg pour le titre face à lui-même. Car Israël avait déclaré après sa défaite qu'il ne combattrait plus avant très longtemps. Pereira lui disant que comme il l'avait sauvé lorsqu'il était dans un bar en train de boire, il voulait le sauver aussi. Hey Adesanya, come to daddy. Cependant, c'était pas dans les plans d'Izzy ni de l'UFC qui préféra booker pour l'UFC 300 l'ancien champion Jamal Hill qui avait battu Glover Teixeira, le partenaire d'entraînement et ami d'Alex. Ce serait avec rage au point que Poatan rentrera dans la cage et comme d'habitude, cela se terminera par un crochet du gauche qui déconnectera totalement l'américain. Avec une célébration qui note de l'habituel stoïcisme de Pereira. L'UFC 303 prenant place le 29 juin devait avoir comme main event normalement Conor McGregor contre Michael Chandler, mais Conor se blessa et le main event tomba à l'eau, Chandler refusant de combattre quelqu'un d'autre que Conor. L'UFC appela donc au secours Pereira et Prochazka pour un rematch afin de sauver la carte, avec 5 bookings de combats qui ont été annulés les uns après les autres. Et après un walkout totalement glacial, on peut commencer. Jiri, qui aura retenu la leçon du premier combat, sera très prudent lors de ce premier round, mais sur les dernières secondes, il se laissa un peu emporter, il se dit bon bah je vais peut-être partir à la bagarre sur les dernières secondes. Énorme erreur de sa part car Pereira viendra le pêcher avec son célèbre crochet du gauche et le mettra knockdown juste avant la fin du round. Le chasseur avait goûté le sang de la proie et 60 secondes c'était pas suffisant pour pouvoir récupérer. Pereira enverra un high kick monstrueux à Prochazka dès le début du deuxième round et le laissera totalement inconscient. Une scène terrible où on voit que Jiri est totalement
perdu et tient à peine sur ses deux jambes, laissant présager de la puissance du coup qui vient de se manger. Le champion est là, et il est indiscutable. Joe Rogan et Dana White laisseront planer une potentielle montée en poids lourd, mais cela n'a pas l'air de plus exciter Poatan que ça. Même s'il dit que si c'est le sens de l'histoire, il le fera. Bon, c'est dans le titre de la vidéo, donc évidemment, on va en parler. La première réponse bête et méchante serait de dire bah non, en fait, Adesanya l'a mis KO et Jan Blachowicz l'a mis dans le mal absolument pendant 3 rounds. Ce à quoi je répondrais que Izzy est ultime de sa carrière. Affirmant en interview qu'il ne recombattrait jamais Pereira car même s'il le battait, ça ferait 3-2 et qu'il devrait se faire un BO7 pour départager le meilleur et il en a vraiment pas envie. Au-delà de ça, il est sur 2 défaites d'affilée comme s'il avait littéralement accompli ce qu'il voulait faire en tombant Pereira, et qu'il n'avait plus la motivation d'aller aussi dur à l'entraînement. Concernant Yann, le combat s'est fait à Salt Lake City, en altitude, à peu près 1300 mètres d'altitude, seulement 3 mois après son KO contre Adesanya. Ce qui laisse présager un fight camp très court, car normalement après un KO on peut pas reprendre tout de suite l'entraînement, il faut au moins 28 jours sans coup dans la tête et de repos. Et le tout dans une catégorie supérieure. On peut le voir d'ailleurs sur ses combats suivants, il s'est adapté et a renvoyé des KO terrifiants face au premier et au troisième contender, tous deux anciens champions. Alex semble inarrêtable lorsqu'il avance sur ses adversaires et même dans des situations au sol très compliquées, il paraît toujours plus fort que ses adversaires physiquement et s'en sort toujours quasiment indemne. Surtout que vous l'aurez vu pendant cette vidéo, son crochet du gauche est absolument destructeur et éteint la lumière d'une manière effrayante, en plus d'asséner des coups de genoux assassins et des kicks qui font très mal. Il était le middleweight le plus lourd et le plus grand, et cela paraît quasiment être le cas aussi en light heavyweight. Bref, il est terrifiant. En l'état, il semble clairement intouchable, sauf peut-être pour un Dagestanais de 32 ans. Et oui, parce que quand je vous ai parlé du bordel dans la catégorie des 93 kg, il y a quelque chose que je me suis bien gardé de vous dire. C'est qu'en 2022, Jan Blachowicz et Magomed Ankalaev se sont affrontés et leur combat a malheureusement fini sur une égalité. Quand je vous disais que c'était une catégorie maudite, je mentais pas. Alex va recombattre à l'UFC 307, à nouveau à Salt Lake City, contre Khalil Rountree. Un choix étrange qui n'a pas manqué de faire agir sur les réseaux sociaux, car Magomed Ankalaev, le numéro 2 de la catégorie, et prétendant logique au titre, s'est vu booké pour l'UFC 308 face à Rakic. Outre la dimension d'opposition de style qui semble pour beaucoup être à l'avantage d'Ankalaev, c'est une décision qui ne respecte pas du tout le ranking UFC et le mérite sportif. Alex admettant lui-même être surpris car il pensait affronter Ankalaev, mais que l'UFC lui avait donné sa chance à lui aussi pour accéder au titre alors qu'il était quasiment pas classé. Et il ne faut pas oublier que l'UFC doit gérer ses match-ups en fonction des événements et surtout des cartes à remplir. Car c'est une entreprise et non pas une fédération sportive. Elle fait du divertissement. C'est la ville de Salt Lake City qui paye pour faire venir l'événement chez elle. L'UFC se doit de mettre des combats importants afin de faire kiffer les spectateurs. Et donc de booker un main event avec un championnat mondial. L'UFC 308 se déroulant seulement quelques semaines après, à Abu Dhabi, le principal lieu choisi pour les combattants russophones musulmans, les Dagestanais, les Tchétchènes, les Ingouches, etc. Car très bien accueillis là-bas et avec moins de galères de visa je pense. Ankalaev se retrouve donc logiquement sur cette carte. Beaucoup y voient une protection du nouveau chouchou de Dana White, bien que combattre à nouveau en altitude ne soit pas vraiment un cadeau. Je pense cependant que l'UFC va pousser Alex à monter en heavyweight assez rapidement s'il gagne contre Rountree, afin de continuer à vendre une histoire de fou sur le dos du Brésilien qui est maintenant âgé de 37 ans. D'un gamin qui réparait des pneus à 12 ans à triple champion de l'UFC. Alex étant en plus sauveur à 2 reprises d'événements totalement foireux, il est normal qu'il soit ultra apprécié par Dana White pour son dévouement à l'organisation. En plus d'être très actif, 9 combats quand même je vous rappelle en 3 ans sans compter l'UFC 307, Poatan commence à devenir une véritable superstar, et une superstar, ça fait vendre. L'UFC a donc tout intérêt à le protéger. Alors qu'il a annoncé redescendre en 84 kg pour affronter Dricus du Plessis, ce dernier n'étant pas chaud du tout à l'idée d'affronter le colosse brésilien, je doute que l'UFC book ce combat, mais on sait jamais. Bien que Islam Makhachev soit le number 1 pound for pound, j'ai l'impression que cela pourrait changer suivant les plans de l'UFC, car c'est bien le Brésilien qui est deuxième devançant même John Jones. Son histoire est à l'instar de Francis Ngannou une véritable inspiration pour tous, et je pense qu'il mérite ce qui lui arrive. Il n'est jamais dans le trash talk abusif, il s'est construit un personnage très drôle sur les réseaux, jouant de son stoïcisme à toute épreuve et semble être le chouchou de ces dames. Il fait également des donations régulières dans les favelas, et met en avant sa culture amérindienne. Il est donc un personnage parfait pour être le main character de l'UFC, qui est depuis la chute de Conor à la recherche d'un visage le représentant. Alors non, il n'est peut-être pas invincible, mais ça c'est l'histoire qui nous le dira, si d'ici la fin de sa carrière, il pliera le genou à nouveau. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas les amis à me dire si elle vous a plu, lâchez un petit commentaire et un petit like si jamais c'est le cas, et n'hésitez pas aussi à me dire si jamais pour vous, Alex ira chercher la 3e ceinture mondiale à l'UFC. On se retrouve très prochainement, mais vous pouvez en attendant me retrouver également sur Twitch, sur Mowgli_stream. On se voit prochainement les amis, et surtout, n'oubliez pas de vous laver. Peace!